Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 4 décembre. Au sommaire aujourd'hui, Philippe Esseva et Umut Özmen sont candidats pour le deuxième tour à l'élection complémentaire d'Arzier-le-Muy. Avant le résultat du 17 septembre, ils croisent le fer aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Ensuite, on ouvrira une page sport en compagnie du Judo Team Nyon qui a performé ce week-end avec d'excellents résultats lors des championnats suisses de judo. Timo Okori, bonjour. D'excellents résultats. On reviendra notamment à votre compagnie, Mathieu Greul, j'imagine un entraîneur heureux de ces résultats avec notamment 4 médailles d'or. On en parle en plateau. Et puis on terminera en culture avec un livre, le vôtre, Florian Séguesser. Bonjour. Troisième ouvrage intitulé L'impasse des bons enfants. On en parle d'ici quelques instants. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, regarde, je suis au musée du Léman devant un aquarium parce que je suis avec Monsieur Aquarium du musée du Léman, Cédric Perret-Gentil. Bonjour. Bonjour. Si je suis avec vous aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous avez pris votre retraite après 38 ans quand même de bons et loyaux services ici au musée du Léman à vous occuper de ces poissons, de ces aquariums. Alors, on va en parler ensemble, on va parler de votre métier. Déjà, merci de m'accueillir parce que vous êtes sorti de votre jeune retraite. C'est ça. Voilà, ça fait 4 jours, mais vous êtes revenu travailler pour NRTV. Déjà, c'est très gentil. Un petit mot, qu'est-ce que ça fait de quitter le musée du Léman après 38 ans? C'est un plaisir de venir aujourd'hui parce que voilà, c'est un petit rappel de mes 38 ans d'activité ici au musée. Et c'est avec plaisir que j'y reviens. Puis je vais revenir fréquemment parce que je vais aussi continuer à faire quelques visites et animations pour le musée. Donc les poissons et le lac ne vont pas vous quitter de sitôt. Cédric Perret-Gentil, on va visiter les aquariums, les coulisses aussi pour savoir comment on s'en occupe, Andrea, et on va faire le bilan bien sûr de ces 38 ans d'activité ici au musée du Léman. Très bien, à tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Place à l'actualité et notamment à l'élection complémentaire d'Arzier-le-Muy après la victoire de Frédéric Gioux qui a obtenu la majorité absolue établi à 296 voix dès le premier tour. Il reste désormais un poste à repourvoir après les démissions de Christian Dujean et Yann Muffa. Messieurs, bonjour. On est ravis de vous avoir. Bonjour. 2 candidats justement avant le résultat du 17 septembre. Septembre, tiens, c'est un peu plus tôt. Décembre, et oui, il neige, c'est ce mois-ci. On est ravis de vous avoir, messieurs. On va essayer de savoir ce qui vous distingue, revenir un petit peu sur vos parcours respectifs. J'aimerais commencer par une petite présentation. Philippe Esseva, en quelques mots, qui êtes-vous ? Alors, je suis donc originaire du canton de Fribourg. J'habite Arzier depuis 2005 et c'est ça fait 12 ans que je suis conseiller communal et que je fais partie de différentes commissions. Et j'ai hâte de passer de législatif à l'exécutif. Oui, un tout autre rôle. On va en parler justement. Vous êtes sorti en 2e position lors du premier tour en recueillant 251 suffrages. Umut Özmen, qui êtes-vous en quelques mots? Bonjour, merci en tout cas à l'avance de nous avoir invités pour nous permettre de nous exprimer sur votre plateau. Donc je vous remercie d'abord infiniment pour ça. Donc Umut Özmen, j'ai 43 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc de formation, j'ai fini mes études en sciences politiques à l'Université de Genève. J'ai complété par un master en administration publique également de l'Université de Genève. Et j'ai poursuivi des études complémentaires au sein de l'Université catholique de Leuven en Belgique. Et actuellement, en fait, je dirige 2 sociétés, donc une qui a le siège à Genève, spécialisée dans les soins beauté et import-export d'alimentaire, et l'autre, Mail Afsar, qui se trouve à Arzier, qui est actuellement, qui gère en fait l'exploitation d'une pizzeria, un four à bois, patrimoine de la commune d'Arzier-le-Muy. Vous êtes arrivé 3e lors du premier tour avec 220 voix. J'aimerais savoir, messieurs, lors de ce début de législature, la syndic disait aujourd'hui la priorité, c'est notamment d'avoir une équipe soudée à la municipalité. On a l'impression que c'est un peu pari échoué, puisqu'il y a eu 2 départs notamment. Est-ce que c'est finalement un raté ? Je ne pense pas que ce soit un raté. Il y a eu 2 départs, effectivement. M. Muffa a quitté la municipalité pour des raisons qui lui sont propres. Je pense qu'effectivement, ses connaissances dans les rouages politiques d'une commune n'étaient pas très bonnes. Et quant au départ de M. Dugan, c'est une question d'âge. Ça fait aussi longtemps qu'il est municipal à Arzier. Et de son départ, il l'avait annoncé, et il laisse l'opportunité à un successeur de siéger pendant 2 ans et demi pour ensuite être prêt à 100% pour une législature complète.
Alors quand même, vous connaissez bien l'ambiance qui règne notamment à Arzier-le-Muy, puisque vous êtes conseiller, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de ce départ de Yann Mouffa. C'est vrai qu'il y avait eu notamment un rejet de 3 préavis en mars qui ont causé finalement une ambiance assez tendue au sein du Conseil, qui ensuite, il a choisi de démissionner. Qu'est-ce qui se passe exactement à Arzier-le-Muy ? Je pense que l'entente à Arzier-le-Muy est bonne. M. Mouffa est venu en pensant qu'il arriverait à imposer ses idées. Et lors d'une commission, c'est braqué contre les membres de cette commission. Et ça, comment dire, ça a un petit peu explosé au sein de la municipalité. Les autres membres sont unis. Ouais, les autres membres sont unis, c'est vous dire, Umut Osman. De quel œil est-ce que vous voyez justement tout ça d'un point de vue externe, puisque jusqu'ici, vous ne faites pas partie du conseil? Effectivement, donc je n'ai jamais fait partie du conseil communal de la commune, mais c'est vrai que au début, ça peut se ressembler à inquiétant, etc. Mais je pense que maintenant, il faut vraiment se tourner vers le futur et l'avenir. Donc le passé reste dans le passé, peu importe ce qui s'est passé. Donc c'est maintenant avec le nouveau comité de la municipalité qu'il faudrait mettre en œuvre afin de fortifier, d'unir le collège municipal et d'aller de l'avant pour essayer d'aboutir à des projets qui sont déjà mis en place, etc. C'est vraiment, moi je suis plus axé maintenant sur l'avenir que le passé, parce que le passé il est déjà fini, et l'avenir il y a tout plein de projets, tout plein de développements qui nous attendent dans la commune. Donc il faudrait faire face à ces difficultés qu'on va forcément rencontrer. Et puis on va unir nos forces afin d'atteindre les buts, les objectifs, d'avoir une commune saine, sereine et prospère. Une commune saine et sereine et prospère, est-ce que c'est possible dans l'état actuel des choses? On le voit, avec notamment des préavis qui ont de la peine à passer le Conseil. J'imagine que vous êtes quand même posé la question de savoir ce qui se passe et ce qu'il y a à corriger. Tout à fait. Donc c'est sûr qu'on a tous des inquiétudes en tant qu'habitants d'abord, avant toute chose, mais en tant que candidat justement au niveau de la municipalité, je souhaiterais de mon côté apporter le meilleur de moi-même, mon savoir-faire, afin d'avoir une comité unie qui puisse, non seulement au niveau du conseil communal, mais au niveau de la municipalité, afin de progresser, d'aller de l'avant, que ce soit une progression au sens des activités économiques de la commune ou au travers des projets structurels qui sont déjà en route, comme la création d'une nouvelle école, etc., au niveau de la commune. Donc on a tous plein de problématiques qui vont forcément tomber devant, et nous, on serait là pour faire face justement à ces difficultés qui seront devant nous. Philippe Esséva, vous avez des propos tout à l'heure qui étaient assez durs, en disant qu'il y avait peut-être une mauvaise connaissance politique. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à corriger aujourd'hui, et comment vous souhaitez apporter aujourd'hui votre patte au sein de cet exécutif? Alors, je pense, premièrement, que j'ai des connaissances politiques, ça c'est sûr, en ayant participé pendant 12 ans au conseil communal. Mon parcours professionnel aussi dans la technique, dans la construction et la sécurité ferroviaire, on fait que je suis une personne calme et pragmatique. Je pense que je peux apporter une certaine sérénité au sein de l'exécutif, mais aussi dans le rapport avec les citoyens, ce qui est vraiment primordial pour un exécutif. Ouais. On demandait notamment d'avoir plus de communication, d'inclure plus la population à Arzier-le-Muy. Ça va passer par quoi, selon vous? La communication, il y a l'information, il y a ce qu'il y a en place. Après, je vais voir avec mes collègues qu'est-ce qu'il est possible de faire. La langue de bois, c'est pas mon affaire. Je ne sais pas la faire. Donc, sous-entendu, vous dites qu'aujourd'hui, il faut plus de transparence, mais j'aimerais connaître peut-être les projets que vous aimeriez défendre au sein de votre commune. Ça serait lesquels? Les projets que j'aimerais défendre, les projets qui sont en cours. Il y a l'école du BI qui doit se construire. C'est un projet qui me tient à cœur, bien que je ne sache pas encore quel dicaster je vais occuper. Il y a l'approvisionnement en eau qui est problématique à Arzier. Il y a aussi il y a quelques pistes. Est-ce qu'on devra trouver d'autres moyens pour que nos citoyens ne manquent pas d'eau en été? On a voté dernièrement le plan climat communal, où il y a
19 fiches pour préserver notre climat et notamment en promouvant les énergies renouvelables. Il y a 19 fiches. Des projets qui existent déjà. Hein. Alors, oui. On l'entend, vous arrivez en plein cours de législature. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être un projet qui peut vous différencier, avant d'entendre M. Umut Özmen, de quelque chose que vous souhaitez réellement amener et de nouveau peut-être? Ce serait le quoi, Philippe Esséva? Alors, j'arrive en cours de législature. Je vais surtout m'intégrer à l'exécutif. Il y a des défis, je n'ai parlé des défis climatiques qu'on devra résoudre. On sait qu'il va faire de plus en plus chaud l'été, l'eau va manquer. Donc, et après, je suis aussi pour une cohésion dans la commune où les sociétés, pour intégrer les sociétés locales, les activités locales et aussi commerciales. Très bien. Ouais. Umut Özmen, les projets que vous souhaitez défendre au sein d'Arzier-le-Mut, si vous rentrez au sein de cet exécutif, ce seraient lesquels? Donc il y en a plusieurs, effectivement, mais ma motivation première, c'est vraiment et tout simplement l'amour que je porte à ma commune. Donc c'est mon attachement avant toute chose à la commune d'Arzier-le-Mut qui me motive à vouloir m'engager au sein de la municipalité, donc me dévouer et œuvrer pour son bien-être, pour sa prospérité, pour son développement. Donc j'ai plusieurs projets en tête. La première, ce serait peut-être d'apporter, en fait, dans la mesure du possible, en fait, des prestations de services qui soient plus adaptées à notre temps. Donc on connaît tous les lenteurs des procédures, les lourdeurs des procédures administratives, etc. Donc la commune d'Arzier n'est pas épargnée comme beaucoup d'autres. Donc moi je souhaiterais, si possible, promouvoir justement un meilleur échange entre les habitants et l'administration, de faciliter la gestion des demandes et rapporter en fait un meilleur service public à nos habitants. Des prestations publiques de qualité à nos citoyens, c'est vraiment un aspect que je souhaite, si possible, apporter en avant, parce que vraiment au niveau administratif, on ressent justement que à ce niveau-là, il y a peut-être des petites réformes possibles au niveau administratif qu'on peut mettre en œuvre. Deuxième point qui me touche vraiment à cœur, c'est on contribue en fait au développement des activités économiques de notre commune, parce que c'est une commune que j'adore, que j'apprécie énormément depuis que je vis, mais je vois aussi à travers les différentes activités qu'il y a qu'elle est mourante. Donc on est là vraiment pour se donner à cœur joie, pour essayer de développer économiquement d'une meilleure possible, d'une meilleure possibilités qu'on peut mettre en œuvre avec les citoyens, bien entendu. C'est uniquement avec le soutien des citoyens qu'on peut développer de meilleures activités économiques au sein de cette commune. Et contribuer également, donc, comme M. Esséva l'a informé, donc il y a déjà des développements structurels qui sont en cours, que ce soit l'école, que ce soit des problématiques en lien avec la pénurie d'eau, etc. Donc contribuer par mon savoir-faire à développer ces différents projets. Très bien. Candidat pour cette complémentaire, est-ce que vous serez à nouveau candidat lors de 2026? Est-ce que vous y pensez déjà, M. Philippe Esséva? J'y pense déjà, oui, bien sûr. Et, pourquoi pas? Si je suis élu, c'est évident que je ne vais pas m'arrêter là. Et pour la prochaine, je suis, comme M. Özmen, depuis 18 ans, je suis aussi tombé amoureux de cette commune et j'ai vraiment envie de la servir. Et si ça ne passe pas cette fois, j'espère que ça passera la prochaine. Umut Özmen, même question. Est-ce que vous serez candidat en 2026 ou uniquement candidat pour ces complémentaires? Non, probablement que oui. Mais ce qui est important, c'est demain. Donc, c'est d'agir aujourd'hui pour essayer de favoriser une meilleure vue communale pour demain. Donc, 2026, je n'ai pas forcément une idée maintenant. Là où je me concentre, c'est vraiment aujourd'hui. Et d'essayer de tout faire pour essayer de développer au mieux ma commune et de servir ma commune. Que je sois élu ou pas, je serai toujours présent afin d'avoir une commune saine et prospère. Umut Özmen, Philippe Esséva, merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie à la Maison Faites votre choix. Résultat donc le 17 décembre. Excellente journée à vous deux, messieurs. À bientôt. Merci au revoir. Beaucoup. Merci. Au revoir. Alexandre, à présent, on te redonne la parole. Direction le musée du Léman. Visite de cet aquarium en ta compagnie.
Oui, des aquariums, Andrea, avec tous ces poissons de notre lac Léman. Tu sais, il y a à peu près 2000 poissons qui sont ici au musée du Léman. Alors, à la fois exposés ici aux personnes qui veulent visiter, bien sûr, ce musée, mais aussi en coulisses. On ira tout à l'heure parce qu'il y a aussi de la reproduction qui est faite, de l'entretien et autres. Et puis, c'est près de 30 espèces qui vivent ici. Alors là, tu en vois plein. On va justement décrypter tout ça avec le responsable des aquariums, Cédric Perret-Gentil, voilà, qui est avec moi. Alors, Cédric, j'aimerais commencer cette interview par montrer peut-être. Alors, Andrea, on voit juste ton petit museau, juste là. Tu la vois pas bien, mais c'est une anguille. Mais une anguille très particulière parce que figure-toi que cette anguille, elle a 38 ans. Oui. Comme le nombre d'années que vous avez passé ici, Cédric Perret-Gentil, au musée du Léman, 1985. Déjà, je savais pas qu'une anguille vivait aussi longtemps. Oui, ça fait des poissons qui peuvent vivre très très longtemps. Cette anguille-là, je l'ai utilisée en fait comme poisson test. C'était intéressant parce que après avoir rempli les bassins lors de la création des aquariums en 1985, bien sûr, on a fait des analyses chimiques, des analyses physiques de l'eau, mais il fallait aussi faire des analyses au live, en fait. Alors, oui. L'idéal, c'était de mettre un vrai poisson, sachant que l'anguille, c'est un poisson extrêmement sensible à la qualité de l'eau. Ouais. J'ai choisi d'en mettre une pour vraiment m'assurer que l'eau était de bonne qualité. Alors, il y en a une deuxième là-bas qui a une trentaine d'années, André. Oui, si tu peux la voir, bon, elle se cache un petit peu. C'est une anguille qui a été pêchée dans le lac par un pêcheur d'oignons. C'est des poissons qui sont assez curieux. Ils n'aiment pas beaucoup la lumière, donc c'est extrêmement rare de les voir sortir en journée. Mais on a le privilège de pouvoir les voir le matin très tôt ou plutôt le soir à la tombée de la nuit. Mais sinon, c'est des poissons qui sont assez timides et qui se cachent. Alors, quelles sont justement les espèces vraiment phares de notre lac? Alors ici, on a différentes espèces. Ce qu'on a voulu montrer, c'était pas seulement les espèces de poissons différents, mais c'était surtout les différents milieux dans lesquels vivent ces espèces. On a choisi d'aménager les aquariums en fonction des différents milieux qu'on trouve dans notre lac. Bien que le lac soit une seule entité, il y a vraiment des milieux très différents. Le bassin principal, on a recréé la baie littorale. La baie littorale, ça veut dire en fait, c'est le mot compliqué pour dire le bord du lac. Oui. C'est le milieu le plus intéressant, le plus fort d'un point de vue biologique, mais c'est aussi le milieu le plus menacé parce qu'on a la présence humaine au bord du lac. C'est là qu'on crée des ports, des parkings sous lacus, des aménagements divers. Et c'est là qu'on va trouver, à un moment ou à un autre de l'année, toutes les espèces de poissons du lac, ou à un moment ou à un autre de la vie d'un poisson. C'est là aussi que vont pousser les végétaux. Les plantes aquatiques, elles se développent jusqu'à une quinzaine de mètres de profondeur. Aquatique. Et ici, dans ces bassins, on essaie toujours de suivre, en fait, les différentes saisons. Donc, en été, on va mettre des plantes aquatiques qui vont pousser, qui vont se développer. Et puis, dès l'automne, lorsque la température de l'eau descend, ces plantes aquatiques vont se décomposer. C'est d'ailleurs cette décomposition qui va former la sédimentation dans le lac, la vase qui est pas très agréable lorsqu'on va baigner dans le lac. Elle est créée en grande partie par ce transport de plantes aquatiques. Donc, comme ça, vous reproduisez vraiment l'état vraiment naturel dans lequel vivent ces poissons. Bon, alors, moi, Cédric Perret-Gentil, j'y connais pas grand-chose en poissons du lac. Moi, je connais, comme tout le monde, j'ai envie de dire les perches, les ferrats, oui, ce qu'on mange souvent dans l'assiette, les ongles aussi. Mais alors là, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on voit là, justement? Alors, ici, c'est un bac qu'on appelle un bac communautaire. On a mis un maximum d'espèces qu'on pouvait faire cohabiter ensemble. On a mis, par exemple, des carpes, qui sont des poissons très connus. La carpe, c'est le poisson le plus consommé dans le monde. Oui. On a différentes variétés de carpes. La carpe commune, la carpe qu'on appelle carpe miroir, qui a juste une rangée d'écailles sur l'arête dorsale. On en voit ici oui, dans le fond. Oui. Ces poissons rayés, tout le monde les connaît, c'est la perche, c'est aussi l'emblème de Lyon, bien sûr, la fameuse perche qui passe du bleu du lac au rouge de la pointe, parce qu'on les cuisine. On voit mieux l'anguille, là, d'ailleurs. Voilà, j'en profite de la filmer pendant que... Une anguille qui est sortie, c'est une opportunité de pouvoir avant, comme je disais. Mais on a aussi d'autres poissons moins connus, comme les retongles, les chevennes. Il y a vraiment beaucoup d'espèces qui sont pas très connues. Le barbeau commun. Ce sont des poissons qui ont néanmoins une biologie très, très intéressante. Et là, on s'applique vraiment à faire que le visiteur puisse observer aussi les comportements différents des poissons. Alors, on va voir les ongles juste derrière vous, mais je voulais vous poser tout de même une question, Cédric Perret-Gentil. Vous qui avez travaillé pendant 38 ans avec ces poissons du lac, comment est-ce que le lac a-t-il évolué? Comment est-ce que les espèces ont évolué en 38 ans? Alors, il y a beaucoup d'espèces qui ont
je dirais pas changer leur comportement, mais il y a eu des introductions aussi de nouvelles espèces. Il y a la dernière introduction connue, puis qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'introduction du Sigurgla, qui est un très gros poisson, qui peut arriver à plus de 2 mètres. Dans le Dniepr, il y a un spécimen de 4,50 mètres qui a été pêché. Donc c'est un très gros poisson, très prédateur. Évidemment que l'introduction de ces nouvelles espèces crée des déséquilibres des poissons de claque. Il y a aussi des influences qui sont faites par rapport à la qualité de l'eau. Dans les années 80, le lac était très riche en phosphate, et ça a aussi bouleversé beaucoup les quantités de poissons, surtout des poissons dits nobles, comme l'ombre chevalier, la truite de lac. Les ombres chevaliers, qu'on voit juste ici, hein. Voilà. Alors là, l'ombre chevalier, ce qui est super intéressant, là, on a essayé de reproduire en fait une omblière. L'omblière, c'est le site de reproduction des ombres chevaliers. Bien qu'ils fassent partie de la même famille que les truites, ce sont des salmonidés, les ombres chevaliers ne remontent pas les rivières pour se reproduire, mais frais au fond du lac, dans des zones qu'on appelle omblières. C'est ce qu'on a essayé de reproduire ici. Les plus connues de ces omblières, elles se situent au pied du château de Chillon, depuis moins 28 mètres de fond, jusqu'à plus d'une centaine de mètres de profondeur. Et ici, on joue avec les éléments techniques, on refroidit l'eau, on réfrigère l'eau. On a installé un hublot qui est le hublot d'un petit sous-marin, le FA Forel, qu'on a utilisé d'ailleurs pour faire des plongées, pour marquer les différents sites de reproduction des ombres chevaliers. Donc ça a aussi un lien avec les études scientifiques qui ont été faites sur ce poisson. Et puis ça, c'est une espèce qu'on essaye aussi de reproduire. Donc ça c'est des individus qui ont entre 3 et 4 ans, donc ils sont juste matures. Et là, peut-être que cette année, si tout va bien, on arrivera peut-être à avoir de la reproduction des ombres chevaliers. Cette reproduction, elle sert uniquement pour le musée du Léman et pour la recherche, ou bien est-ce qu'après... Oui, absolument. Parce que, disons que le but, c'est pas de reproduire des poissons, des garder, mais on sait que c'est un marqueur je dirais, de bien-être de l'animal. Ouais. Et ça, on s'attache beaucoup au bien-être de l'animal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on renonce à détenir certaines espèces rares. Oui. Mais on favorise plutôt le bien-être de l'animal. Ici, les ombres, ils sont dans un bassin qui est vraiment réfrigéré, avec un éclairage relativement faible pour leur permettre de se développer, de manger à leur faim, etc. Donc, on veille à ce qu'il soit bien. Et puis, souvent, un poisson qui se reproduit, ça veut dire que c'est un poisson qui est bien à l'aise avec... Voilà, comme ces poissons qu'on voit ici, Andrea. Voilà, tu vois, des poissons, il y en a plein. On peut en parler des heures tellement Cédric est passionnant avec toutes les connaissances qu'il a. Mais alors, moi, j'aimerais passer cette porte après, Andrea, parce qu'on va aller voir avec Cédric, justement, comment est-ce qu'on s'occupe de ces aquariums au quotidien. Je vais en coulisses, on se retrouve après, ça marche ? À tout à l'heure dans les coulisses de cet aquarium. Alexandre, merci beaucoup. À présent, place au sport avec nos invités suivants, Mathieu Greul, Timéo Corry. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on revient sur les championnats suisses de judo qui se sont déroulés ce week-end à Yverdon. Les judokas de la Côte ont brillé avec d'excellents résultats, notamment 4 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Bonjour messieurs, on est ravis de vous avoir. Mathieu Greul, entraîneur, j'imagine, un entraîneur heureux. Oui, tout à fait. Alors, je me permets juste une petite correction. Il y a eu 5 titres. 5 titres, plus 1, s'il pour vous plaît. les judokas, principalement du judo club Morges. Non, vraiment des très bons résultats. On a eu 3 titres en élite avec Aline Rosset, 2 titres en élite avec Aline Rosset et Priscilla Morand. Aline qui fait aussi le doublé en gagnant en junior, c'était attendu. Pour nous les entraîneurs, la grosse satisfaction, c'est les résultats de la relève chez les moins de 18 ans. 2 médailles d'or, Silvano, le grand frère Timéo. Sofia Mesgran qui gagne en moins 48 kilos chez les filles, c'était une bonne surprise. Et puis la médaille de bronze de Timéo aussi, qui est une belle satisfaction pour nous. Donc vraiment, le bilan, il est plus que positif, avec une mention spéciale pour les moins de 18. Oui, alors on va revenir évidemment sur la médaille de Timéo d'ici quelques instants. Vous en avez touché un mot, vous avez fait cette distinction notamment avec le judo club de Morges qui, à présent, sont 2e du classement général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue tous les deux et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas finalement tout en haut du podium ? Alors, je dirais que chez les plus jeunes, on a un seul groupe d'entraînement. En Morges et Nyon, il n'y a pas vraiment de différence au sein des jeunes. On essaie de faire une seule équipe, soudée, ça prend bien. C'est un travail qu'on a entrepris depuis 3-4 ans avec mon collègue à Morges, Laurent Pelès. Ça commence à porter ses fruits. Simplement, là, le groupe de compétiteurs sur Nyon est plus jeune. C'est un club un peu plus jeune, qui n'a pas d'adultes.
Et il faut juste laisser un petit peu de temps à ces jeunes d'arriver à maturation, mais à maturité, dans quelques années, d'ici 3-4 ans, on espère qu'ils seront aussi présents sur les sommets au championnat suisse. Oui, ça promet justement, on le voit notamment en votre personne, Timéo Corry. Cette médaille de bronze, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je suis assez content, mais c'était mon objectif il y a 2-3 semaines. Si on m'avait dit que je faisais 3e, j'aurais signé. Mais maintenant, pendant le tournoi, j'étais un petit peu déçu de perdre la demi-finale. J'aurais préféré faire un petit peu mieux. Ouais, dans l'esprit d'un vainqueur. Ce qui est assez incroyable avec cette médaille, c'est que Timéo, vous avez tout juste 15 ans. Vous avez combattu contre quelqu'un de 3 ans plus vieux que vous. Donc finalement, vous ne jouez pas dans la même catégorie. Comment ça se fait que... Si jamais, j'ai 13 ans. 13 ans, pardon. Décidément, les chiffres aujourd'hui. En judo, on peut faire avec les plus âgés, c'est possible. Et quand on est dernière année avec les M15, on peut faire avec les M18. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Qu'est-ce qui est assez d'incroyable justement de voir ces jeunes, comme vous dites, c'est la relève pour demain, mais on le voit finalement qu'ils sont déjà à un niveau de compétition presque au-dessus avec des personnes plus âgées, même si c'est des moins 18. Non, c'est vrai qu'on a un groupe très intéressant du côté de Morgegnon qui s'entraînent ensemble depuis plusieurs années. C'est des jeunes qui sont tous les jours sur le tapis à l'entraînement et puis voilà, ça prend bien, la mayonnaise prend bien et on a tout un groupe de 2009 qui arrive. Alors Timéo, c'est une des locomotives, c'était un des seuls qui était qualifié pour les championnats suisses. Et voilà, de faire cette médaille en étant encore moins de 15, la faire chez les moins de 18, c'est un excellent résultat. Et ça laisse augurer de belles choses pour les années à venir. Timéo, on a parlé de votre frère tout à l'heure, Silvano, qui a fait à nouveau champion suisse de sa catégorie. J'imagine que ça vous challenge aussi, ça vous pousse à aller encore plus loin entre frères? Ouais, il a très bien combattu, mais lui en moins de 50, moi je suis en moins de 55 kilos. Et c'était assez attendu, mais il a quand même su bien gérer la pression et faire premier. À la maison, vous vous entraînez ensemble, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre? Comment ça se passe? Pas à la maison, mais à l'entraînement, oui. Et voilà. Donc seulement sur les tapis du judo? Ouais. Comment on explique finalement ces petits succès, ces grandes victoires plutôt aujourd'hui de ces jeunes, avec un accent qui est vraiment mis sur la formation des jeunes, comme vous l'avez dit, c'est les espoirs de demain. Mais ça passe par quoi? Qu'est-ce qui fait finalement que ces jeunes-là arriveront plus haut? Alors ça passe par un grand investissement en termes de temps et d'énergie à l'entraînement. C'est des jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont 5 fois par semaine sur le tapis à l'entraînement, qui s'investissent beaucoup pour leur sport. Les deux qui font le titre en moins de 18, que ce soit Silvano et Sofia, sont au gymnase sportif à Auguste Picard à Lausanne. Ils s'entraînent 9 fois par semaine. Donc il y a tout cet investissement-là. Il y a également l'investissement du club. On propose un programme de compétition et de camp d'entraînement assez étoffé toute l'année. On voyage beaucoup. On a 4 minibus avec les deux clubs. On sillonne pas mal l'Europe. Et toutes ces compétitions, tous ces camps d'entraînement auxquels on participe permettent de hausser le niveau moyen de nos jeunes et d'obtenir des résultats comme on a eu ce week-end. Ouais, c'est quand justement vous allez en participer à un tout prochainement, Timéo, puisque vous avez été sélectionné pour participer à un camp d'entraînement avec l'équipe nationale en M18. Qu'est-ce que vous attendez de ce camp exactement? Je me réjouis beaucoup. Je suis très contente déjà d'être sélectionné et je me réjouis beaucoup. Mathieu, la suite pour les judokas de la côte, quels sont peut-être les challenges et ce que vous espérez? Alors dans 2 semaines, il y aura un gros objectif pour les moins de 17 ans. C'est un tournoi de détection auquel Timéo participera aussi à Twens aux Pays-Bas. On y va avec 3 minibus. On a 23 jeunes qui combattront en M17, en M15, en M12. Et puis pour les M17, c'est ce qu'on appelle un tournoi de détection. C'est important pour eux puisqu'en faisant un bon résultat, ils peuvent se faire remarquer pour des potentielles futures convocations avec l'équipe nationale M18. Eh bien, on se réjouit de suivre tout ça en votre compagnie. Mathieu Greul, Timéo Corry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Place à notre invité suivant, Florian Séguesser. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On présente votre 3e ouvrage. Je me permets de le sortir juste ici, intitulé L'impasse des beaux enfants. Bonjour Florian, bonjour, on est ravis de vous avoir avec une couverture 100% lyonnaise. Oui, exactement. Elle est l'œuvre du peintre Peter Stalder, qui est établi à Nyon. Et pour la petite histoire, c'est en fait pendant le Covid, en surfant sur les réseaux sociaux, que j'ai découvert cet artiste-là. Il partageait ses toiles et j'ai eu un coup de cœur. Et puis, quand mon éditeur m'a dit bon, il faut qu'on pense maintenant à l'image de couverture, j'ai dit écoute, j'ai cette idée-là. Et puis, j'ai contacté Peter Stalder, puis ça s'est fait, voilà. Ouais, 3e ouvrage avec cette fois-ci une histoire qui se joue dans le canton de Vaud. Pourquoi ce retour aux sources? Parce que c'est ma région et que c'était le moment d'ancrer une histoire en terre vaudoise, je crois. Souvent,
n'y a pas vraiment de préméditation, c'est des fois une urgence, une envie, une pulsion même qui surgit. Et puis c'est vrai qu'après avoir fait 2 histoires qui se passaient loin de la Suisse, il était important pour moi et il était vraiment temps d'en faire une en Suisse romande. L'impasse des beaux enfants, elle raconte quoi cette histoire en quelques mots? C'est quoi le pitch? Alors, c'est 4 destinées qui s'entremêlent. On suit 4 personnages. C'est un roman polyphonique, donc on entend la voix de chacun des personnages. C'est des personnages. Il y a Huguette qui lutte pour sa survie après une mauvaise chute. On a Albert qui cherche la femme qu'il aime. On a aussi Tristan qui essaie de prendre une revanche sur la vie en gagnant les futures élections de sa commune. Et puis on a Vincent qui est un papa qui jongle entre son travail et sa fille puisqu'il est père célibataire. Enfin, tous ces personnages-là sont un peu enlisés dans leur quotidien. Ils subissent plus qu'ils ne vivent leur vie et finalement ces destins vont s'entremêler et on va essayer de progresser comme ça. Ouais, une polyphonie, c'est très joli quand on lit votre livre, puisque finalement on a l'impression que chaque personnage va introduire l'autre. Il y a quand même un petit effet de cascade. Ça permet quoi peut-être ce jeu-là? Alors bon, moi j'aime bien explorer différentes trames narratives en fait. À chaque ouvrage, c'est une manière d'écrire un peu différente. Ça me permet aussi de m'amuser un petit peu. Et puis souvent, l'histoire, disons, là, l'histoire imposait ce mode narratif-là. Je trouvais intéressant de pouvoir me mettre dans la peau de chacun des personnages, notamment aussi des personnages féminins, puisque Huguette est pour moi un personnage central, enfin ils le sont tous. Et effectivement, après il y a ce jeu un peu de... On déroule le fil, on tisse la toile, et puis effectivement il y a des résonances entre chaque personnage, et ça je trouve très intéressant. Ancien journaliste notamment de la Côte, est-ce que ces personnages-là prennent source peut-être et aussi leur origine dans les personnages et finalement les personnalités de chez nous? Alors comment se passe, finalement qu'est-ce que l'inspiration et l'imagination? En fait, ces personnages-là sont nourris de beaucoup de souvenirs, d'observations et aussi, après tout, d'une liberté folle que permet la création. Donc, finalement, la fiction englobe tous ces pôles, tous ces éléments-là. Et je ne peux pas dire que tel personnage est, on ne citera pas de nom, c'est ça? Non, mais disons que je crois que c'est impossible parce qu'en fait, déjà, dans chaque personnage, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de souvenirs aussi vécus ou recréés, et puis beaucoup d'observations, parce que moi, j'adore observer les gens, qu'ils soient connus ou non. Donc, voilà. Des séances de dédicaces, une première notamment à Paillot-Nyon ce week-end, et puis la suite, c'est notamment à Genève. Oui, il y a eu celle à Nyon ce samedi, 2 décembre, qui s'est super bien passée. C'était vraiment toujours un moment important et sympa pour moi d'être à Nyon, parce que c'est quand même la ville dans laquelle je suis né, où j'ai travaillé de longues années, où j'ai étudié aussi. Donc là, on joue à domicile, c'est assez facile. Demain soir, ce sera du côté de Genève. On verra comment ça se passe. J'espère qu'il y aura du monde. On est toujours dans des séances de dédicaces avec d'autres auteurs, donc c'est aussi intéressant de pouvoir échanger sur nos pratiques respectives. Il y en aura encore une séance de dédicace à Yverdon le 15 décembre et puis une autre le 20 janvier à Morges. Voilà, plein de dates et surtout des idées de cadeaux de Noël. Ça s'appelle L'Impasse des bons enfants et c'est signé Florian Séguesser. Merci à vous, excellente journée, à bientôt. Merci Andrea. Au revoir. Au revoir. Alexandre, retour à toi. Donc ça y est, dans les coulisses des aquariums du musée du Léman. Oui, Andrea, regarde, on est juste au-dessus des aquariums que tu voyais tout à l'heure. Voilà, regarde, les poissons sont juste là, les anguilles aussi, elles n'ont pas bougé. Et puis Cédric Perret-Gentil est toujours avec moi. Alors, Cédric, vous étiez jusqu'à fin novembre, je le rappelle, le responsable des aquariums de ce musée du Léman. Ça veut dire quoi être responsable des aquariums? Comment est-ce qu'on s'occupe des aquariums, justement? Alors, bien sûr, il faut gérer les différentes personnes qui travaillent aux aquariums. On a toujours, j'avais un collaborateur, des apprentis à former. Et ça, c'est aussi une facette du métier que j'apprécie beaucoup. Ouais. C'est de transmettre aussi des connaissances, et puis partager aussi mon amour du Léman avec mes collègues. C'était vraiment sympa.
Et alors au quotidien, on imagine, il y a à la fois le traitement de l'eau, nourrir Exactement. les poissons, c'est un peu ça? En fait, l'eau qui est utilisée ici, c'est toujours la même eau. Hein. C'est un circuit fermé. D'accord. Donc l'eau, elle passe ici en surface à travers des goulottes, des déversoirs, à travers une ouate synthétique Oui. où les gros déchets sont d'abord retenus et filtrés. Puis ensuite, cette eau tombe dans des bassins qui sont sous nos pieds, des gros bassins tampons qui sont équipés de compensateur. Ça permet de compenser aussi l'évaporation de l'eau qui peut être rapportée pour l'été, et aussi dans des rinçages, parce que ces filtres, évidemment, ils sont nettoyés. L'eau passe ensuite dans des filtres, des boules à sable. L'eau est filtrée de manière très très fine, et ensuite cette eau elle est rejetée dans des filtres qui sont équipés de petites boules en plastique qui contiennent les bactéries. Et ces bactéries, ce sont des bactéries aérobies, donc qui sont avides d'oxygène, et elles permettent de dégrader tous les déchets organiques. Et l'eau est ensuite rejetée dans l'aquarium une fois qu'elle est filtrée. Voilà, et puis la mettre, alors là, en l'occurrence, vous m'avez dit juste avant, elle est à 13 degrés l'eau. Oui, elle est réfrigérée. Hein. Voilà, il faut la réfrigérer pour que ce soit... Exactement. Donc chaque espèce de poisson a un optimum physiologique thermique. Hein. Par exemple, les ombres chevaliers, ils aiment beaucoup l'eau froide. Ils peuvent se maintenir à une température de l'ordre de 4 degrés et demi, donc la température qui correspond à celle des profondeurs dans alors, ils sont là, les ombres, justement, tout à l'heure. Ici, on a des ombres là. Alors voilà, on a les peu voit pas bien, si on les voit là. Mais on va les faire sortir. Je vais leur donner un petit peu quelques granulés plasticoles. Et si elles ont encore faim. Les poissons, justement, nourrir ces aquariums, là, vous faites ça quoi? Une fois par jour, 2 fois? Oui, alors ça dépend de l'âge des poissons. Et un poisson en croissance, il doit manger plus souvent, des petites quantités, alors qu'un poisson adulte, une fois par jour, voire même tous les 2 jours, ça lui suffit. Mais un ombre chevalier, c'est un poisson qui mange pas mal. Hein. Ouais. Il peut manger à peu près 10% de son propre poids par jour. Ah oui, d'accord. Un poisson d'1 kilo, il mange 100 grammes de nourriture. Ah ouais. C'est quand même important. Sacré bête. Bon, Cédric, très gentil. Je voulais vous remercier vraiment de m'avoir ouvert les portes de ces aquariums du Musée du Léman. Avant de se quitter, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur vous aussi et votre passion pour le lac, votre passion pour les poissons. Elle vient d'où? Alors, elle remonte à il y a 38 ans en arrière. On l'a même bien avant. Depuis vraiment très petit, j'étais passionné par les poissons d'aquarium d'abord. Et puis, évidemment, habitant au bord du lac, je suis un amoureux du lac. Oui, c'est le lac avant tout. Exactement. Le lac pour sa culture, pour sa nature. Et ça, c'est vraiment une grande passion. Ouais. Je suis vraiment un amoureux du lac. Et lorsque le poste ici a été ouvert, oui, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. C'était vraiment l'occasion de faire de ma passion un métier. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et là, ça, je remercie vraiment beaucoup le Musée du Léman qui m'a permis de développer cette passion au fil des années. 38 ans quand même, c'est pas rien. Justement, quel bilan vous tirez de ces 38 ans passés ici? Vous retiendrez beaucoup de satisfaction parce que j'ai connu beaucoup d'expositions, que les objets du lac aussi me parlent, hein, les objets qui sont exposés dans le musée, les différentes expositions qu'on a traversées, les différentes personnes aussi que j'ai croisées, des gens passionnés aussi par le lac, qu'ils soient des collègues, qu'ils soient aussi des gens qui participent à des expositions. C'est toujours des gens qui sont passionnés et c'est vraiment agréable de travailler ainsi. Ouais, qu'est-ce qui va vous manquer finalement là maintenant que vous êtes à la retraite? Les poissons vont me manquer un petit peu, mais je vais continuer à les suivre un peu quand même. J'ai des collègues que je vais revoir régulièrement. Et puis je vais continuer aussi à travailler un petit peu comme guide et comme animateur au musée. D'accord. Ça, c'est une chose de très chouette. Bah oui, pour partager effectivement votre savoir sur tous ces poissons du lac. Et notamment, voilà, ces petites ombres chevalées qui sont encore en train de profiter des derniers granulés. Voilà, Andrea, avec les magnifiques traits de cette lumière bleue qui nous tape sur le visage, je te souhaite une belle journée. Et surtout, j'ai envie de vous dire bon vent alors, Cédric. Merci. Bonne journée aussi à vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et bravo pour toutes ces années. Voilà, Andrea, le musée du Léman, bien sûr, on peut en apprendre toujours sur les poissons. On peut venir voir ces aquariums ici tout au long de l'année. Bye bye. Bonne journée à toi et à Cédric. Merci beaucoup, Alexandre. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.